Je suis ravie d'être avec vous. Et je suis ravie d'être avec vous parce qu'au moment où j'ai accepté l'invitation de faire partie de ce magnifique cycle de conférences, Conf Curieuse, on était en plein pandémie et je me suis dit, bon, est-ce que ça va être digital, est-ce que ça va être en personne, est-ce qu'on sera avec des masques? Et je vois que pour la plupart de nous, on porte pas de masques, c'est très, très sympathique de vous voir. Et si vous gardez le masque, il n'y a absolument aucun problème. Est-ce que vous entendez bien? Très bien. Ok. Alors, on va passer aux choses sérieuses parce que nous avons à peu près 60 minutes. Il y a du travail, il y a du pain sur la planche, il y a du travail. La question qui nous préoccupe, en fait, c'est l'égalité. Je suis aussi, je vous ai dit, directrice du département ressources humaines, et donc j'enseigne aux plus jeunes. Il n'y en aura pas. C'est un électif, c'est pas obligatoire. Par contre, ici, un électif qui porte le nom Genre et égalité professionnelle femmes-hommes. Je suis également référente à égalité femmes-hommes pour ICN auprès de la conférence des grandes écoles. Et donc, on se réunit moins 3 fois, 4 fois dans l'année et on fait bouger les lignes. Dans toutes les écoles, on enseigne une charte d'égalité femmes-hommes en France, école d'ingénieurs et école de management. Donc, ici, on fait partie. Et donc, c'est extrêmement oxygénant, énergisant de faire partie d'un groupe comme ça. Et si je fais partie de cela, c'est pas parce que je suis payée plus, non, ça me prend plus de temps. Mais j'y crois, je pense que c'est très très important. C'est moi, de ma manière, je peux être catalyste du changement avec, bien entendu, mes collègues. Je ne suis pas le seul à savoir par quel chemin il faut prendre, comment y aller. Donc je suis très collaboratif. Et on est très collaboratif ce soir, vous allez voir. Parmi autres choses, je suis aussi chaire ou responsable d'un chapitre d'un chapitre d'une association qui émane des Nations Unies et qui s'appelle Principles of Responsible Management Education. Donc, c'est principe pour une éducation de management responsable. Donc, je représente 60 écoles de management, j'étais élue. Je représente 60 écoles de management en France, en Belgique et aux Pays-Bas et au Luxembourg pour les événements dans notre grande région. Et je participe au Forum Global, donc qui mène, pour l'instant, comme pour beaucoup de choses, qui mène virtuellement des Nations Unies à New York, mais je me retrouve avec des personnes qui me donnent aussi autant d'énergie, des hommes et des femmes. Et on ne fait pas bouger que les questions sur l'égalité, mais d'autres questions qui sont associées aujourd'hui avec le développement durable, la responsabilité sociétale des entreprises. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Le RSE, c'est l'acronyme pour nous, ou le DD, le développement durable. Voilà. Je vous donne un aperçu, 60 minutes, donc top chrono, peut-être 55 maintenant, d'un élément qui fait partie de notre agenda. Et on parle de l'agenda 2030, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous allez chercher ça peut-être ce soir, Agenda 2030, qui émane des Nations Unies. Ça veut dire qu'on a jusqu'à 2030 pour mesurer l'avancement sur un certain nombre d'objectifs. L'objectif ce soir qui nous intéresse, c'est l'objectif de développement durable numéro 5, qui s'appelle l'égalité entre les sexes. Il y en a qui disent entre les genres, mais bon, on ne va pas entrer dans un grand débat comme ça. Je pense que si j'avais des croix, je pense juste me déplacer comme ça, on pourrait faire ça. Alors, pied d'égalité, c'est une expression
tout de suite, quand on m'a proposé ce sujet, je dis, ah, ça veut dire quoi, au juste? Un chercheur a toujours besoin de commencer par une définition du phénomène étudié. Et pour vous, ça veut dire quoi, cette expression, pied d'égalité? Alors, c'est là où vous pouvez dire n'importe quoi, hein? Vous dites, pour moi, ça veut dire quoi? Alors, c'est terrible d'être au premier rang, parce qu'on est souvent sollicité au premier rang. Donc, Catherine a déjà donné. Donc, je vais demander aux plus jeunes. Voilà. Pied d'égalité, c'est quoi comme expression? Ça veut dire quoi? Vous avez une idée? Merci. Pas grave. Oui. Allez-y. Pour moi, ça veut dire être au même niveau. Être au même niveau, oui. Très bien. C'est à peu près ça. D'ailleurs, comme n'importe quelle définition, il y en a plusieurs, ça dépend de votre culture. Et c'est... Alors, moi, j'ai cherché dans l'Académie française, et voilà ce qu'on trouve. Surtout, un faux pas, il ne faut pas faire ce pléonasme, être sur un même pied d'égalité, ça ne se dit pas. Il faut plutôt dire être sur un même pied ou être sur un pied d'égalité. C'est plus français. Et c'est exactement ça. Donc, cela signifie que deux personnes traitent d'égal à égal. Qu'il n'y a pas dans l'affaire qui nous occupe la différence. Donc, je l'ai dit, vous le lisez mieux que moi. Voilà, donc voilà, ça c'est une définition. On va la recevoir, donc qui correspond à peu près à ce que vous avez dit. Très bien. Et puis je cherche, comme je porte toujours deux lunettes toute la journée, je me suis intéressée, c'est quoi l'expression en anglais? En anglais, on dit on an equal footing. On est toujours dans les pieds, hein? On an equal footing. Et lorsque j'ai cherché, c'est intéressant, parce que tout de suite, on a donné une définition, on parle des femmes et des hommes, tout de suite. Alors qu'on est en plein milieu de We want to ensure, nous souhaitons assurer que les femmes peuvent participer à pied égal que les hommes. Donc voilà, on est exactement, et le cas qui est donné porte sur déjà l'égalité femmes-hommes. Vous voyez, intéressant. Alors, nous sommes en 2022, et qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'on a réglé le problème d'égalité femmes-hommes? Est-ce qu'on a avancé? C'était mon constat, c'était mes mots. Je souhaite aussi souligner, les femmes et les hommes ne sont pas vraiment, donc il y a une nuance sur un pied d'égalité. On n'est pas encore arrivé. En anglais, on parle de gender gap. En français, c'est écart de genre. Parfois, les Français utilisent l'expression gender gap. Maintenant, vous savez de quoi il s'agit. Souvent, on parle de pay gap. Ça veut dire l'écart salarial, l'écart de paie entre les femmes et les hommes. On entend souvent parler dans la presse. Et c'est un indice qui évalue la façon dont les ressources et les opportunités, on reviendra à ces deux termes-là, sont repartis entre les sexes. Alors, dans le domaine économique, sportif, politique, artistique, etc., on peut aller très loin. Dans tous les domaines, aucun secteur n'est épargné. Et donc, c'est un défi. Le domaine professionnel est inclus dans le domaine économique? Professionnel, oui. Économique, vous pouvez prendre vous pouvez voir ces domaines à travers le prisme professionnel ou personnel aussi. Pouvoir accéder au poste, avoir une ambition personnelle d'accéder au poste politique, par exemple. Donc, les deux se mélangent. Tout à fait. Et donc, le défi, et c'est le défi que donnent les Nations Unies avec Agenda 2030, c'est de pouvoir mesurer l'avancement vers la réduction de cet écart. Alors, ce soir,
je vais vous amener dans certains exercices où vous allez vous habituer et même manier, essayer de vous-même mesurer cet écart. On va faire une espèce de réchauffement parce que nous avons besoin de vous. Si nous souhaitons réduire cet écart de genre, ce n'est pas le gouvernement qui va le faire seul. Ce n'est pas les Nations Unies non plus. C'est chacun. C'est chacun au sein des familles, dans les quartiers, sur le lieu de travail, dans les écoles, dans la vie associative. Chaque presque instant, il y a l'occasion d'agir sur cet écart. Et vous allez voir comment. Et puis, aussi comment faire. Aussi, on va non seulement le constater, on va imaginer comment on peut agir. Alors, si on ne faisait rien, il y en a qui disent, et c'est intéressant, Catherine a dit, mais où sont les jeunes? Où sont les jeunes? Ils ne sont pas là. Alors, voilà, il y a des jeunes là. Voilà, merci les jeunes. Voilà, voilà, vous êtes là, vous êtes... donc les jeunes, ils sont là. Voilà. Ils ont répondu à l'appel. Souvent, alors c'est intéressant, parfois les jeunes ne voient pas. Ils ne voient pas parce qu'ils ne sont pas encore sur un marché de travail. Ils sentent qu'ils ont un traitement égal, peut-être au sein de l'école, sur la cour de récré, ils ne voient pas la différence. C'est lorsqu'on souhaite aller de point A et point B, et que ça devient, les enjeux deviennent plus importants, où ça agit. Et puis ça peut bien sûr agir avant d'arriver sur le marché du travail. On voit tout ce qui se passe actuellement dans le domaine sportif, dans la vie associative. Filles, garçons, abus de filles, etc. Ça peut commencer très jeune. On est bien d'accord. Donc, mais alors comment évaluer? Alors, si on ne faisait rien, et voilà deux exemples de l'impact actuel sur l'écart de genre. Les femmes ont 47% plus de risques supplémentaires de subir des blessures graves, des accidents de voiture, car les dispositifs de sécurité sont conçus par les hommes. Donc, c'est un constat qui vient d'une étude américaine. Pour vous donner, vous dites, oh, je ne suis pas sûre de ça. Ça vient toujours de la recherche. J'ai eu l'occasion d'assister à une grande colloque, la première colloque CNRS pour l'égalité femmes-hommes, et j'étais très très surprise aussi. J'étais surprise, comme Catherine était surprise en arrivant, en voyant, peut-être pour elle s'attendait à avoir plus de jeunes. Parce que c'est un problème d'aujourd'hui et demain. Donc, je suis arrivée à ce colloque et je me suis dit, ils sont tous des personnes comme moi, des profs des écoles de management. Et j'ai remarqué une chose, la première fois, c'est que je n'ai jamais vu autant de professeurs-chercheurs femmes dans ma vie. C'était comme un salon de mariage. Il y avait beaucoup de femmes. Par rapport où je me suis dit, où sont les hommes? Alors que c'était égalité femmes-hommes. Donc les femmes se sentent plus concernées que les hommes par rapport à ça. Mais c'est toujours le cas. Une population minoritaire par rapport au pouvoir se mobilise toujours plus que la population qui a la majorité, qui occupe le terrain. C'est toujours comme ça. Donc j'ai compris ça. Mais j'ai appris en fait, j'ai rencontré aucun autre prof de management. Il venait de tous les secteurs, toutes les disciplines imaginables. Et c'était lorsqu'il y avait une un témoignage de deux professeurs, des médecins, qui disaient qu'il était grand temps à militer pour que dans les revues scientifiques, on indique si la population de rats était femme-homme. Et moi, je me suis dit, donc, elles vont un peu loin, elles militent pour les droits des je ne sais même pas comment on dit, rats, pour les rats femelles. Et en fait, j'ai compris que c'est la même chose. Si vous testez les médicaments sur une population d'animaux
masculin, mâle, vous allez obtenir un certain résultat. Et en fait, on le fait souvent parce que c'est plus économique, parce qu'il y a moins un effet d'hormone qui induit de l'imprévisibilité, qui prend plus longtemps, donc c'est plus coûteux. Donc on opte souvent pour les mâles. Et en plus, on ne mentionne pas. Donc ça peut avoir des effets très néfastes ou mortels par rapport aux effets de ce médicament. Donc, voilà. Donc en réalité, c'était en 2014. Et je ne sais pas quel chemin ils ont fait entre-temps. Ce n'est pas eux que elles ou eux, c'est une question de société. Donc voilà, on peut dire, tiens, il y a quand même un impact qui est bien présent. Hein, c'est un deuxième constat qui vient du World Economic Forum, c'est le nombre de filles qui sont chaque année mariées, ou chaque jour mariées des mineurs. Donc mineurs, disons, moins de 18 ans. Et le World Economic Forum aussi rajoute que à ce jour, il y a 650 millions de femmes qui étaient mariées, dans le monde qui étaient mariées alors qu'elles avaient moins de 18 ans. Ceci dit, vous dites, et alors, c'est peut-être l'amour de leur vie. On imagine bien que ces statistiques viennent des pays où si vous êtes marié très jeune, vous n'allez plus à l'école, vous n'avez plus l'accès à l'éducation, et vous assumez, vous êtes obéissant, vous servez à votre mari ou à sa famille, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ça. Donc, c'est quand même, on sait que c'est important. J'ai une question. Oui. Alors, les 47% de plus de femmes. Oui. Est-ce qu'on expliquerait les 47% de plus de femmes qui sont donc blessées gravement lors d'un accident de voiture? Est-ce que c'est pas elles qui conduisent, c'est que c'est leur conjoint qui conduit? Est-ce que la place du passager est toujours plus dangereuse? Ou enfin, j'espère qu'il y a quand même des airbags aussi pour le passager. Je me pose la question. Alors, moi, c'est une bonne question et je n'ai pas non plus la réponse. Je ne sais pas si vous étiez conductrice ou passager, ce n'est pas indiqué dans l'étude, mais c'est un fait. Mais on imagine que ce soit homme ou femme. Oui, allez-y. Alors, je ne suis pas sûre du tout, mais je pense que c'est parce que les tests qui sont faits pour les mesures de sécurité dans la voiture sont faits avec des corps d'hommes, comme les médicaments, en fait, ils sont testés sur des hommes et les femmes, Absolument. Pendant les tests, c'est une très bonne hypothèse. On est dans la phase d'hypothèse, je n'ai pas la réponse, mais il faut se poser des questions. Est-ce que c'est des corps d'âme ou une forme d'âme, un poids d'homme qui est utilisé pour tester? Est-ce que les airbags, ils prennent en compte la physionomie de la femme? Je ne sais pas, passager. Ce sont des bonnes questions. Et de toute manière, les études scientifiques doivent toujours susciter aux questions. On ne peut pas les prendre comme ça, bien entendu. Il faut se poser des questions. On veut savoir plus. Mais c'est un fait. Et c'est un fait que dans les secteurs d'automobile, il y a très peu de femmes qui vont vers l'automobile pour X mille raisons. Et on reviendra, peut-être pas X mille, mais pour un certain nombre de raisons. Et on en parlera par la suite dans l'exercice que nous allons faire. Alors, un petit jeu. Je vais voir ce que vous avez comme réponse. Et puis, j'ai aussi le micro. Donc, si vous voulez, peut-être pour éviter que je monte sur les escaliers, si vous lavez la main, on va vous passer le micro. On va faire un petit exercice à la lumière de ce qu'on vient de voir. Okay? On va se dire, bon, comment évaluer l'impact de l'écart de genre dans le cours de l'école? Alors, pour ceux qui font de la sociologie, peut-être. Où suis-je? Est-ce que vous passez? Et est-ce que vous pouvez dire peut-être votre aussi formation ou peut-être ce que vous faites dans la vie comme ça? Oui, je suis cadre bancaire. Vous êtes bancaire. Cadre dans la banque. D'accord, ok, voilà.
c'est pas forcément, vous n'êtes pas enseignant, donc c'est pas quelque chose de très bien. Merci. Ce qu'on peut dire sur les cours d'école, c'est qu'effectivement, il y a l'espace qui est occupé différemment par les filles et par les garçons, avec des garçons qui occupent la majorité de l'espace au centre, en prenant la place de l'espace, en jouant généralement avec un ballon, et des filles qui sont reléguées à la périphérie en faisant des petits jeux entre elles. Voilà. Donc dès l'école, en fait, vous parlez des jeunes, moi je pense qu'elles le sentent déjà. Alors peut-être qu'elles se posent peut-être des questions plutôt que nous, on se les a posées, moi je me suis posée assez tardivement. Mais en fait, on constate que dès l'école, il y a des différences sur la cour de récré. À l'école, les filles sont moins souvent interrogées que les garçons. Alors là, on est dans les études. Elle va très loin, mais je pense qu'elle a la réponse à toutes ces... Mais c'est super, très bien. Ce que vous dites aussi a été prouvé scientifiquement. Quand on étudie, on observe les cours d'école, c'est exactement ça. Bravo, merci. D'autres personnes, le cours de l'école, autre chose? Donc là, on est dans l'espace occupé, l'espace public, l'espace de partage de l'espace. Il y a des inégalités, absolument, filles-garçons, qui se voient et qui, peu importe où on voit, dans quel pays on voit, si le cours de l'école est semblable, on verra la même chose. Alors, est-ce que, on peut constater ça, et puisque on souhaite aussi chercher des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, j'ai constaté la même chose aussi. Et puis les filles aussi, non seulement sont sur la périphérie, mais elles demandent souvent les bancs pour qu'elles puissent s'asseoir et tchatcher, discuter un petit peu. Donc elles sont parfois rendues passives. C'est le corps est sauté, et puis c'est le collectif. Mais c'est intéressant, c'est dans les marches. Exact. Et puis donc elles s'habituent à ça. Elles ne sont pas militantes non plus, elles sont à cet âge-là pour dire eh oh, et on veut un peu plus de... Elles ne réclament rien. D'accord? Voilà. Un autre, le cours de l'école. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne va pas se contenter, puisqu'on va être catalyste du changement, on ne va pas se contenter de constats. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que font les écoles qui sont proactives, qui se disent on peut agir, ça, on peut casser les comportements, on peut casser, parce que ce sont des routines. Et souvent, on imagine un cours de l'école comme ça, un grand espace, c'est pour le foot, et parce qu'il faut la place. Et puis on ne pense pas à ce qui est périphérique, parce que ce qui est périphérique, ça prend moins de temps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce que font les écoles? Les écoles qui se disent, moi je vais casser ça, cette occupation inégalitaire. Est-ce que vous avez des idées? Confisque les ballons. Plus de ballons, plus de foot les garçons. On revient à séparer les filles et les garçons. Merci. Est-ce que peut-être vous avez une idée? Vous avez une idée? Non, délimiter les jours, effectivement. Allez, je pense qu'il faut lui donner le micro. Allez-y. Délimiter peut-être certains jours ou cantonner certains jours ou être en tout cas plus proactif sur la gestion de la cour de récré qui est en général un moment où les enfants sont planifiés en fait. Très bien, et merci. On peut aussi, selon les jours de la semaine par exemple, on peut mettre en place une règle qu'on fait d'autres jeux que le foot. Les jeux coopératifs par exemple attirent beaucoup plus les filles que les jeux ou les sports compétitifs. Donc si on fait ça, tout de suite les filles viennent. Si on change le ballon, si le ballon est plus souple aussi, c'est moins agressif, ça changera aussi. Donc c'est bien. Ok, donc ça c'est une chose, cours de l'école. Et il y a la recherche qui est faite là-dessus. Et sachez aussi qu'on peut changer ça. Aussi, on peut changer cette répartition de l'espace avec les couleurs. Avant, on constatait aussi, parfois, qu'on faisait une répartition rose. Imaginons ça, c'est pour les filles, et bleu pour les garçons. Mais si on fait un peu arc-en-ciel, on mélange les couleurs, c'est très intéressant. C'est un impact sur la mixité. Après, études. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau d'études? Et on peut commencer, vous avez tous passé par là, les études, ici.
Alors, filles-garçons, comparatif. Ouais. Ça, je pense que c'est comme tout le monde. Enfin, les filles vont plus s'orienter vers des études littéraires et les garçons vers des études scientifiques. Mais il y a aussi le fait dans les familles que les parents vont accepter très facilement, enfin même pousser leurs filles à aller plutôt vers des métiers comme enseignant ou infirmière, et les garçons tout de suite vers ingénieurs et médecins. En fait, il y a aussi chez les parents, il y a aussi quand même une attente qui est passée déjà en fonction du sexe de l'enfant, je pense. Absolument. Vous parlez de conditionnement social, vous parlez de l'impact, de l'influence de l'éducation, donc aussi de la culture familiale quelque part. L'impact du père n'est pas forcément le même impact que notre mère, ça dépend aussi de la nature aussi, on est parce qu'on est père, on est comme ça, mais vous touchez aussi à la segmentation sexuelle des études, oui, le choix d'études. En fait, les filles vont avoir, vont déjà même ne pas se dire ah ben, je vais arriver à faire ça. Non, déjà dans leur tête, ils se mettent un blocage, quoi. Ils se disent, non, je ne peux pas faire ces études-là parce que c'est pas pour moi. Donc vous parlez de l'autocensure, les filles, et puis les hommes peuvent aussi peut-être avoir envie de sortir des sentiers battus et puis subir aussi la pression familiale en disant, mais c'est pas raisonnable, vous n'avez pas assez d'argent, etc. Les deux sexes. Hein. Mais même dans la cour de l'école, tout à l'heure quand on en parlait, il y a des petits garçons qui n'ont pas du tout envie d'aller jouer au foot et il y a des filles qui ont envie d'y aller. Absolument, qui peut subir une autre pression. Quand on parle de genre aussi, il faut être très large d'esprit. On ne va pas entrer dans le troisième genre ou le non-genre ce soir parce que ça c'est aussi notre débat qui est bien présent de plus en plus. Merci beaucoup. Donc les études. Et les études, les filles, ceux qui... Alors, à l'université, comment ça se passe? Il y a plus de filles ou de garçons? On ne sait pas si on doit les appeler filles ou garçons à cet âge-là, ou jeunes femmes et jeunes hommes. Il y a plus de... Ça change? Alors, allez-y pour... Ok, très bien. Pour les études médicales, il y a quelques années, il y avait nettement plus de garçons. Est-ce que vous pouvez mettre là, il faut coller le micro au menton. Oui, je dis actuellement, pour les études de médecine, on observe l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a plus de filles qui s'inscrivent en médecine et qui vont au bout d'ailleurs. Absolument. Il y a un tsunami. Une tsunami en fait. Et tsunami, il y a un nombre, une disproportion en faveur des jeunes femmes dans la fac de médecine aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi un déclic? Il y a quelque chose, il y avait un mécanisme qui était mis en place qui a tout de suite allé en faveur des filles. C'était le concours. Voilà, le numerus clausus qui faisait que les filles réussissaient mieux, avaient une meilleure performance, bossaient mieux plus, font plus bonnes étudiants, pour arriver à leur fin. Donc, effectivement, c'est pareil aussi dans d'autres domaines, la fac de droit aussi c'est pareil. Donc, voilà, vous avez remarqué ça, mais c'est intéressant si vous, et puis ce soir je suis venue avec plein de choses aussi, si vous regardez un peu plus loin dans notre pays, regardez la discussion en Angleterre ou aux États-Unis, en fait, il y a une vraie pénurie de jeunes hommes à l'université. Les hommes ne vont pas vers l'université dans ces pays-là. Il y a une vraie... Alors, qu'est-ce qui explique ça? Et à un tel point où il y a des campagnes pour essayer de comprendre, il y a la recherche qui est mise en place pour essayer de comprendre comment attirer davantage de jeunes hommes à faire des études. Alors, universitaire veut dire aussi des études souvent longues, donc il faut accepter, il faut aimer ça, il faut... les études, ça veut dire qu'on ne bouge pas, on n'est pas en train de... Voilà, on est ici, en fait, c'est l'idée que nous avons des études. Et donc, c'est un problème sociétal. Donc, les femmes sont attirées vers les plus longues études.
ok? Longues études déjà, je veux dire universitaires, et puis les jeunes hommes vont aller plutôt vers les études de BTS, des diplômes qu'ils peuvent obtenir en moins de temps. Mais pour ceux et je sais qu'il y a 2 doctorantes ici, bon voilà, ici, voilà, quand on veut faire des études plus longues, je ne sais pas, c'est moitié fin, moitié 1 dans votre équipe de doctorants? I'm sorry, I can't understand everything you're saying in French. Okay. Are there more females or males during a doctorate? Okay, for sure, yeah. Donc il y a davantage de. Yeah, we are getting there, but we are still not there. Voilà, un échantillon de 2 femmes, qui sont une minorité, déjà, qui font des études doctorales dans notre école. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas trop. Donc, en effet, c'est ça. Lorsqu'il s'agit de faire des études où on arrive à un certain âge, il faut faire des sacrifices peut-être, ou il faut continuer à pousser, il faut aussi un financement. Et puis, pour accéder au poste à responsabilité, les femmes disparaissent. Donc, elles deviennent moins présentes. Donc, bravo. Bravo, et puis, there you go, you understand. Voilà, et c'est pas bien. Alors, donc ça c'est, bon, on va pas, donc des études très intéressantes. Et ça veut dire aussi que ça peut changer, parce que c'est pas toujours comme ça à l'école de médecine, pas du tout comme ça, c'est plus équilibré. Il y a toujours une explication. Le comportement, excusez-moi, le comportement dans la classe. Le comportement dans la classe. Je vous raconte une chose. Parmi autres choses, j'étais maire de mon village, dans les Vosges. Non seulement vous imaginez, là vous dites quel accent, ils ont dû entendre mon accent pendant 6 ans, devant le monument de mort pour le 11 novembre, etc. Ça des fêtes. J'ai eu l'occasion d'aller dans la petite école du village, un village de moins de 500 habitants, où il y a une école, c'est incroyable. Quel beau pays. Inimaginable, ça, au Canada. Et j'ai vu, et je savais très bien que les filles, elles sont meilleures que les garçons dans les langues. Donc moi, j'arrivais, et toujours interactif avec les jeunes, je posais des questions. Et puis, je voyais produire comme comportement ce que je voyais déjà dans mon école ici. Quand je posais les questions, qui répondait? Filles ou garçons? In English, en anglais. On sait que les filles sont plus attirées vers la littérature, les lettres. Qui répondait? Filles ou garçons? Devinez. Garçons. Garçons. Les filles en retrait, en train d'analyser, en train de douter, plutôt d'analyser, recevoir, comprendre. Alors le voilà, il y avait Robin qui faisait comme ça. Robin, j'étais très très étonnée parce que entre nous, Robin, il est très doué sur le vélo, mais c'est pas vraiment étudiant. Je me suis dit, il y a la réponse. Donc, j'allais lui donner la réponse. Robin, il a fait comme ça. Il n'avait même pas la réponse. Il avait besoin d'exister. Et donc voilà. Et c'est ce que les études de sociologie montrent que, oui, souvent les instituts passent plus de temps avec les garçons parce qu'ils sollicitent plus de leur attention que les filles. Les filles, elles sont plus autonomes, elles ont le boulot à faire, elles font ce qu'il faut, coopératives, et puis les garçons, ils sont en train de bouger. Et puis, il n'y avait même pas la réponse. Et je me dis, ça, c'est intéressant. Hein? Bon, et le problème, c'est que je retrouve le même phénomène dans ici. Et si je pose cette question à mes étudiants, mes étudiantes, les étudiants le savent. Elles savent. Elles savent que c'est des garçons. Parce qu'elles les écoutent, elles observent et elles se disent « mais pourquoi pas moi ?» ou « qu'est-ce qui fait que c'est eux qui répondent ?» Donc c'est du conditionnement social aussi. Hein, plus l'habitude d'occuper le terrain, plus l'habitude de solliciter l'attention et que ce soit normal. Si une fille faisait ça, est-ce que là, elle se tient pas bien? On va peut-être le redresser, faire des remarques. Donc, tout ça, ça fait partie de notre éducation. Comportement dans la classe n'est pas la même chose. Concours d'éloquence, toujours plus de garçons, de jeunes hommes que de jeunes filles. Et là, c'est la prise de parole. Ça, c'est la prise de parole. C'est oser prendre la parole sur un sujet qu'on approprie devant le public.
oser affronter peut-être l'échec aussi, mais aussi briller si on le souhaite, attirer l'attention. Et puis on imagine bien, lorsque dans les entreprises, on cherche à promouvoir des personnes, si on ne les entend pas pendant la réunion, si on ne les entend pas, comment on peut savoir qu'ils sont brillants? C'est pas juste parce qu'ils font un bon travail, ils font ce qu'il faut faire, on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Donc c'est un vrai travail que nous devons faire dans nos écoles, de travailler sur ce comportement, d'alerter des jeunes personnes. Et pas que des filles, hein, aussi des garçons, que peut-être qu'ils, dans le travail de groupe, qu'ils accordent davantage de parole aux uns des autres. Donc c'est un vrai travail à faire. Et puis, candidature pour un poste de responsabilité, on sait que les hommes, quand ils voient une annonce pour l'emploi, s'ils ont atteint, s'ils peuvent cocher peut-être 75% des exigences, ils vont aller au culot. Et pour les femmes, c'est souvent quand elles peuvent cocher, elles sont super performantes. En fait, c'est 110% qu'elles vont aller. Voilà, c'est un phénomène. Des doutes, autocensure, manque d'entraînement aussi, manque d'entraînement. Donc ça, c'est intéressant. Et il n'y a pas de... C'est pas culturel non plus. Hein. Ce que je raconte, on peut trouver les mêmes phénomènes dans quasiment tous les pays. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous donner... Alors, voilà, j'ai pris ça. Alors, en fait, j'ai aussi chronométré. Je me suis dit que ça doit faire 3 minutes. Mais en fait, c'est 3 minutes et 15 secondes, en fait, que vous auriez. Imaginez comment évaluer l'impact du genre dans les différents domaines. Vous allez faire ça avec un voisin, avec quelqu'un à côté de vous. Il reste longtemps. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est un petit peu comme l'Eurovision. Hein? Il y a un moment donné où, après les votes, il faut les compter. Alors, tout le monde, on arrête là. J'adore. Hein? Ça fait du bien de se retrouver. Et puis de rencontrer aussi des gens qu'on ne connaît pas. Sympa. Alors, qui souhaite commencer? Léa, j'aurais besoin de la deuxième assistante. Alors, qui souhaite commencer? Vous choisissez n'importe quel domaine. Ah ben voilà, ici. Alors, Catherine va porter la parole. Elle va l'expérience est sensationnelle parce qu'il y a une... Alors, on va faire comme à l'opéra, vous allez vous mettre debout. Et puis, ce qu'il faut faire, ce sera une expérience sur la prise de parole en public. Hein. Il faut coller le micro un peu comme ça, au menton, et puis il ne faut pas gesticuler, puis il faut regarder le public. D'accord, alors je voulais vous dire que les expériences de mes 2 camarades sont sensationnelles. L'une vient du Liban. Alors, Liban, le Libanais, bienvenue à Nancy. Et l'autre vient d'Afghanistan. Afghanistan, d'accord. Donc leurs témoignages sont très poignants. Tu veux commencer? Ok. Alors, nous parlions de politique. Oui. Gender gaps in politics. Je peux dire ce que disait mon camarade Adnan. Alors, il disait que quand il y avait la République afghane... Alors, mettez-vous debout et vous vous appelez encore comment? What's your name again? Oh, Sajida. Sajida. Stand up. Ok. Voilà. Alors, merci Catherine pour... Donc, il disait que depuis que la République afghane avait été instaurée par les Occidentaux, il y avait quelques femmes représentantes au Parlement, que depuis que les talibans sont venus, il n'y a plus, bien sûr, une seule femme. Nulle part. Do you want to add something? So now the women are like absolutely banned from like every political situation. Even the education is banned on them. Recently, they are not allowed to come on the TV. Bien. Alors, les femmes sont bannies de l'éducation. Elles n'ont plus le droit d'apparaître à la télévision, dernièrement. There's no, also the education, there are no jobs for them, and they're not supposed to travel alone without a man. D'accord, elles ne sont pas autorisées à voyager seules.
Sans un homme. Sans un homme. Oui. Et il n'y a pas de projet d'éducation, elles ne peuvent pas faire d'études. They can't study. They can study, but like under very limited. Okay, school they're banned, but university they have to study a separate class. Let's say this seminar, they were not allowed to sit with men. But how can they be banned from school and to be able to go to university? That's their strategy, because at one point everyone will graduate from university and there will be no other people to. Ah, ok. Alors en fait, elles peuvent aller à l'université, mais elles ne peuvent plus aller à l'école. Ce qui fait que dans quelques années, eh ben, elles ne pourront plus aller à l'école, à l'université non plus. C'était horrible. Ben, bravo, en tout cas. Il y en a une qui est venue, qui a réussi à sortir. Et puis bravo, je pense qu'on peut l'applaudir. Parce que we wish you all the best of luck. We know you can do it. We know you can do it. Voilà, très bien. Et je pense qu'on le verra dans quelques années et puis aucun problème avec le français. On imagine. Très bien, merci. Thank you. Merci, Catherine. Très, très intéressant. Le cas de... Marie, Il y a une camarade qui vient du Liban. Oui. You want to say something? Our situation is thankfully it's a little better, but it's still like you can't see that much of woman presence in like politics. Presidents, I don't think we've ever had a woman president, for example, and like even in the parliament, like prime ministers or something, it's very limited. I'm not very into politics, so I don't know the exact number, but I know that our presence is very limited. Alors, si par contre, donc, Catherine, allez-y. Est-ce que j'ai besoin de traduire? Oui. Alors, elle disait que, heureusement pour le Liban, la situation était quand même moins grave qu'en Afghanistan, mais il y a très peu de femmes en politique au Liban. Il n'y a jamais eu de présidente, enfin bon, chez nous non plus. Il n'y a pas de femme Premier ministre, il y a très peu de femmes ministres. Voilà. Merci. Alors, je vais dire, juste pour la suite, quand vous, au lieu de dire très peu, ou je ne sais pas, aujourd'hui, est-ce que ça capte l'Internet ici, dans l'amphi? Donc, faites comme les jeunes, hein. Vous ne savez pas, vous cherchez, vous mettez Liban, et vous mettez you could do it right now, you could tell us, et voir si exact. Parfois, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas très branché sur le domaine. Mais essayez de voir, parce que ça permet de comparer d'un pays à un autre. Il y a un index aussi de genre qui permet de savoir si les femmes dans le domaine politique sont plus, sont davantage favorisées dans un pays par rapport à un autre. But you can find the answer if you want to. Thank you very much. Mais regardez les Jeux Olympiques, très intéressant. Je ne sais pas si vous suivez les Jeux. Il y en a qui est-ce qui regarde les Jeux? Là, vous regardez les Jeux? D'accord. C'est assez suivi, donc c'est un bon exemple. On peut comprendre. Donc Pierre de Coubertin, oui, il y a un qui manque, disait en 1912 une petite Olympiade femelle à côté de la grande Olympiade mâle. Où sera l'intérêt? Déjà, 1912, un pratique, une intéressante, une esthétique. Et nous ne craignons pas l'agiter. Incorrect. Telle serait, à notre avis, cette demi-olympiade féminine. On imagine que c'était condamné depuis le départ. Ah, c'est quand même intéressant. Est-ce que vous saviez-vous qu'à Paris, donc en 2024, ça sera la première fois dans l'histoire que les pays qui sont représentés ont l'obligation d'avoir autant de femmes qui entrent dans la cérémonie d'ouverture et que d'hommes. Incroyable. On peut être fier quelque part que ça va se passer à Paris, en France. La première fois. Donc on imagine que certains pays, ils vont faire des coupures dans le nombre d'athlètes, parce qu'il y a très peu d'équipes, il faut peut-être qu'ils cherchent des femmes. Ou pas, ou sont moins présents. Très quand même intéressant. Donc, à gagner en tête, on avance, on recule, et toujours regarder ces aspects-là avec une grande ouverture à essayer de comprendre.
Il y a, est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous? On est dans maintenant les solutions, tout ça, parce que maintenant vous êtes transformé en catalyste pour les militants, pour la cause d'égalité. He for She, ça veut dire quelque chose pour vous? He for She, c'est un mouvement qui a été lancé en 2015 par, pour ceux qui le connaissent, qui sont des fans de Harry Potter, c'est Hermione, Emma Watson. En 2015, elle était la porte-parole pour ce mouvement, donc qui émane des Nations Unies, qui s'appelle lui pour elle, He for She. Et il y a, vous pouvez chercher par la suite, vous mettez Emma Watson 2015, He for She, et vous allez tomber sur sa prise de parole, où elle parle en fait, elle ne parle pas d'une manière théorique, elle parle d'elle-même, ce qu'elle a vécu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà visionné c'est vraiment, chaque fois que je le montre à mes étudiants, je suis presque, voilà, je suis très, non seulement, elle était actrice, mais elle parle du vécu. Donc elle parle de son propre vécu en tant que jeune femme, comment elle était sexualisée très jeune, alors qu'elle n'avait pas, elle était 12, 13 ans, et elle n'était pas encore une femme par la presse. Comment aussi elle a commencé à constater qu'à l'âge de 13-14 ans, ses copines se retiraient de faire du sport. Je disais, je vais devenir un peu plus musclée. Ou finalement, je passais une bonne partie de ma journée à papoter, à discuter, et puis à autre chose, maquiller ou faire autre chose. Mais je vais, non seulement, ça ne pas beaucoup sur les cours de l'école, plus jeune, mais après, à partir d'un certain âge, elle se retire des sports, des compétitions, de l'association, etc. Donc elle parle de ça. Et puis aussi, elle parle pour les hommes. Et mes amis masculins, eux aussi, ils souffrent. Ils ne peuvent pas pleurer. Ils ne peuvent pas montrer leur faiblesse. Savez-vous que le taux de suicide, tout pays confondu, femmes-hommes, est plus élevé pour les... Qui? Hommes ou femmes? Plus élevé pour les hommes. Le taux de suicide est plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Les femmes, elles ont d'autres solutions. C'est antidépresseurs, voilà, ça c'est le département des femmes. Mais les hommes, ils choisissent, une femme plus radicale, qui peut s'expliquer aussi par leur difficulté de montrer leurs émotions, de montrer leur faiblesse, parler. Souvent, les femmes, quand elles ont des problèmes, elles vont parler, elles vont trouver quelqu'un, c'est permis. Donc les hommes qui peuvent parler, est-ce que ça se fait, donc moins ce recours à la parole. Donc, comment ça se termine? Elle parle aussi de ça. Je vous conseille vraiment de regarder ça sur YouTube. Vous pouvez trouver une traduction française, très émouvant. Et cette idée que c'est un mouvement international. Vous pouvez signer, comme les hommes ici ont signé, je soutiens cette cause-là. Je suis lui pour elle. Et en disant je suis lui pour elle, ils peuvent dire aussi, je suis quelque part féministe. Les hommes de plus en plus, les chefs d'État, les hommes, vos amis, ils disent, moi je suis féministe. Pourquoi les femmes? Seules les femmes peuvent être féministes. Ça veut dire que sur le plan linguistique, ce terme a évolué dans le temps aussi. Féministe aujourd'hui, ça veut dire je veux juste équilibrer, je veux effacer les inégalités entre les femmes et les hommes. Le Suède était le premier gouvernement à dire nous sommes féministes. Chef d'État, tel que Barack Obama, a dit je suis féministe. Président Trudeau au Canada, je suis féministe, il pleure aussi. Il y a des reportages où il pleure. Voilà, on voit les larmes, mais bon, ça c'est notre Premier ministre, qui est président. J'ai vu, c'est le Premier ministre. Oui. Il y a une différence entre dire je suis féministe et être réellement féministe. Oui. Chez les politiques, il y en a beaucoup qui se prévalent de ça, mais dans les actes, on voit bien que c'est pas tout à fait. Bien entendu. Discours et comportement, c'est deux choses, bien sûr. Voilà, bon. Mais ça veut dire juste que la terminologie n'appartient pas uniquement, ce terme n'appartient
pas uniquement aux femmes. C'est les pays peuvent le revendiquer, les hommes aussi, et ça fait partie de ce mouvement. Et ce mouvement-là est lancé dans les grandes écoles aussi. On l'a lancé ici, on l'a lancé pendant le Covid. C'est pas très facile de lancer des mouvements comme ça pendant le Covid, mais on reviendra à la charge avec l'idée de, oui, parce qu'il faut aussi, on ne peut pas changer le monde si on ne sensibilise pas les hommes, et qui signent aussi, ils disent oui, je suis pour. Je vais en bénéficier de ce mouvement-là si aussi les femmes bénéficient. Tout le monde va bénéficier. C'est très bien que dans les écoles de management, les questions sur le bien-être, la qualité de vie au travail et l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, ça ne concerne pas que les femmes, loin de ça. Oui. Il faut peut-être aussi que les hommes admettent, et c'est ça. Alors, ici. Ok, les hommes vont pouvoir bénéficier, ils vont pouvoir pleurer, ils vont pouvoir exprimer des émotions autres que content, pas content dans ton texte, mais concrètement, il faut aussi qu'aujourd'hui, un homme accepte de faire du salaire. On parlait d'hommes politiques qui ont une posture féministe. Mélenchon pourrait accepter de ne pas être demain Premier ministre si son parti prenait le... Mais il a pris le parti d'être devant, et ensuite il changera les choses. Donc non, clairement, un homme qui est féministe, il accepte aussi de perdre. Il ne peut pas avoir que du bien. Parce que on va revenir sur le gap est trop important. Donc il faut être aussi honnête vis-à-vis de la population masculine. Clairement, ils vont perdre des privilèges. Et c'est bien parce qu'ils ne veulent pas d'écart que nous n'avons pas avancé là-dessus. Alors là c'est aussi dans les écoles de management, Sophie, quand on souhaite on a des indices pour mesurer les cultures des pays, et c'est Hofstede, en fait il a fait les études pendant les années 70 sur IBM, et qui était publié à partir des années 80, vous savez que ça prend du temps pour publier sur les études, et il y a un indice qui est masculinité et féminité, donc on donne un quotient féminin ou masculin, pays par pays. Et lorsqu'on parle de valeur féminine, c'est justement cela que vous disiez. Lorsqu'on accepte une répartition plus égale des ressources. Moins d'écart entre ceux qui gagnent le plus et ceux qui gagnent le moins. Mais ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que toutes les femmes font comme ça veut dire juste qu'on donne cette notion de fémininité par rapport à ces comportements-là, ces pratiques-là. Donc c'est intéressant. Une autre valeur féminine selon cet indice, et c'est pour comparer les pays, c'est l'altruisme. Mettre l'intérêt des autres avant ses propres intérêts. Alors là, on dit que c'est plutôt une valeur féminine, mais pas sans dire que c'est aux femmes ça. Mais on dit qu'il y a des pays où cette valeur-là est plus mise en avant que d'autres, où la compétition, où l'agressivité, etc., plutôt masculin. Mais oui, absolument. Discours et pratique, c'est deux choses à part. Bon voilà, moi j'ai prévu. Voilà, absolument. Ça déjà, voilà, et on recule. Et c'est la société qui régresse. Donc effectivement, j'avais trouvé une source qui disait que 2/3, aujourd'hui, 2/3 des filles ne sont pas scolarisées, ne sont plus scolarisées en Afghanistan. Et on peut peut-être imaginer que, selon ce que Salija disait, que dans les années à venir, peut-être, elles ne sont plus, parce qu'il n'y a pas de nouvelles arrivées. Catastrophique. Beaucoup de choses à dire sur l'Afghanistan et on ne sait pas non plus comment ça va évoluer. Quel chemin parcours-vous? On a dit 60 minutes, on a triché un petit peu. Nous avons traité le numéro 5, qui fait partie des objectifs de développement durable. Il y a 5-6 ans, et je ne savais pas ce que c'était le développement durable, je disais, oh c'est sympa, ça. Je sais que dans notre village, dans les Vosges, c'était peut-être un des seuls moments où on a voté à l'unanimité pour une démarche de développement durable. Et je suis sûre que les 2/3 des élus ne savaient pas trop ce que ça veut dire, mais ça, c'était sympathique. Donc il fallait dire oui, on ne pouvait pas être contre ça.
Mais voilà, si vous ne savez pas ce que c'est ça. Donc il y en a 17. L'agenda 2030, donc ça mène les Nations Unies, vous pouvez faire une recherche. Et sachez que ça, vous allez, dans les années à venir, on voit partout ces objectifs-là. Parce qu'on a des obligations dans nos écoles, dans nos entreprises, dans les gouvernements, d'aller vers cet agenda. Il est partagé, c'est un agenda partagé. Et par tous les pays signatures des Nations Unies. Nous avons fait un zoom sur le numéro 5, égalité entre les sexes. Et puis, voilà, donc il y a l'eau, la pauvreté, zéro pauvreté, par exemple. Il y en a d'autres. Donc, on a fait un petit bout de chemin. Mais vous avez aussi des idées de comment on peut. Le tout, c'est de pouvoir, je dirais, observer, comparer. Voilà, j'ai pris mes jumelles. Comparer. Regardez de près, vous l'avez fait ce soir, analysez, posez des questions. Oui, ça vient d'où ces statistiques-là? Oui, mais comment ils ont généré ces statistiques-là? Sur quel échantillon? Ça date de quand? Est-ce qu'il y a des choses? Donc, regardez de près, ne jamais prendre des informations comme ça. Changez des lunettes. Changer des lunettes, c'est bien. Pensez peut-être comme un Afghan, ou comme un Afghan, ou comme une Russe. Comme une l'intérêt, c'est de quand même poser la carte au moment donné. Voilà. Et puis, ça peut être aussi l'occasion de discuter entre vos amis, parce que maintenant, vous commencez à les voir. Mais le tout, c'est de faire cette tentative de mesurer. Vous mesurez, on avance, on recule. Comment je peux prouver, soit avec un indice quantitatif, ou qualitatif, qu'on avance bien ou qu'on recule. Sinon, on parle pour rien dire. Donc, c'est important de savoir d'où viennent les statistiques. Il y en a plein. Il y a plein de fake news aussi, bien sûr. Et puis, sachez quand même qu'il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre. Et qu'on sait que quand il y a moins de déséquilibre dans cette histoire d'égalité entre les sexes, ça se passe mieux. Ça se passe mieux dans les équipes de travail. On dit que c'est montré dans la recherche que les équipes de travail mixte ont un meilleur climat de travail. Okay. On trouve des profils plus divers. On trouve qu'il y a plus de créativité, donc plus de plaisir, quelque part. Et donc, c'est important. Dans les conseils d'administration, lorsqu'il y a davantage de femmes, on trouve que les réunions, c'est mesuré, sont plus longues. Les femmes posent plus de questions, plus de précision. Elles demandent, donc c'est aussi une bonne chose. Donc, ces choses-là, c'est important, non seulement pour les écoles de management, mais pour nos sphères privées. Alors, désormais, on arrive à la fin, désormais, en ce qui concerne la question d'égalité femmes-hommes, nous serions comme un poisson dans l'eau. Donc, on est dans l'aquarien, je me suis dit, vous avez une définition. Voilà. Donc, être très honnête. Vous pouvez dire, non, et si vous n'avez pas les réponses, allez-y. Allez-y, il y a beaucoup de sites qui sont sûrs, des sites forcément du gouvernement ou des universités qui sont plus sûrs que d'autres, des personnes de référence, mais soyez ouverts aussi au débat, ce qui n'est pas une façon de répondre à cette question-là. Et je vais faire un peu de pub pour la prochaine, la balade thérapeutique, apparemment dans ce super cycle qui réunit des personnes comme vous, des curieux, et c'est pour bientôt, la balade thérapeutique. Je ne sais pas où ça a lieu. Ici. Donc vous allez pouvoir revenir le 23 juin, et ça va être super. Et puis voilà, donc je quelque part, j'ai mis là c'est moi avec un seul L. Je suis membre du laboratoire de recherche Serafige, donc associé à l'Université de Lorraine. Je fais partie de Principles for Responsible Management Education. Donc
des Nations Unies et nous avons aussi une chaire haïtienne, une chaire UNESCO. Nous savons que nous avons un patrimoine, la magnifique place Stanislas, ça fait partie du patrimoine UNESCO. Et les écoles maintenant aussi, elles peuvent candidater pour avoir une chaire à UNESCO. Et nous avons une chaire UNESCO. Ce sont des arts et des sciences sociales au service du développement durable, des objectifs de développement durable. Donc, quelque part, ce que j'ai fait ce soir, je suis une ambassadrice de ça. J'ai voulu partager avec vous mes connaissances, mes questionnements, et moi, mon point de vue, mais votre point de vue. Je suis aussi créatrice et cofondatrice et présidente de l'un des premiers réseaux professionnels des femmes qui s'appelle SL Executive. Alors vous pouvez aller, on a une page Facebook, on a un site web, si vous voulez savoir plus, vous pouvez aimer la page si vous aimez. Et ça fait aussi partie, ça fait 13 ans que nous sommes là. Donc ça fait partie de... Personne m'a demandé de le faire, mais à un moment donné, j'étais directrice d'un programme, il y avait une seule femme, et je me suis dit, ça ne va pas. Donc j'ai trouvé la réponse dans les réseaux, et d'une année à l'autre, on est passé d'une femme sur 20 à 4 femmes sur 25, et les chiffres parlent, et les chiffres font bouger les choses. Je peux vous dire qu'on a bien fait. Voilà, je suis à votre disposition pour toute autre information, vous pouvez me joindre, mais je vous remercie pour votre complicité ce soir, parce que si vous vous êtes dit, peut-être je peux dormir un coup au dernier rang, ça ne devait pas se faire, pas possible. Mais j'espère que ça attise votre curiosité pour ce sujet qui est omniprésent, c'est autour de nous, c'est vraiment partout. Et ça mérite de vraiment que les hommes et les femmes non seulement se renseignent, mais qu'elles fassent quelque chose, qu'elles apportent des réponses. Très important.